Salut à tous, bienvenue sur France Monde. Je suis le docteur Adom Hamaoui, chirurgien plasticien et vétéran de l'armée du New Jersey. Je venais tout juste de quitter Gaza, où j'ai pris part à une mission bénévole avec une association médicale palestino-américaine. D'autres médecins bénévoles et moi avons été pris au piège la semaine dernière à l'hôpital européen de Khan Younis en raison de l'offensive militaire d'Israël. Il y a 20 ans, en 2004, j'ai sauvé la vie de la future sénatrice Tammy Duckworth de l'Illinois après qu'elle eût été frappée par une grenade propulsée par roquette pendant qu'elle servait dans la guerre en Irak, perdant ses deux jambes et l'usage partiel de son bras droit. Dans ces circonstances, je crois qu'il est essentiel que des médecins américains comme moi prennent la parole sur cette question. Si nous ne parlons pas, alors qui le fera? Nous avons eu l'avantage, le privilège de pouvoir y aller parce que la plupart des gens ne peuvent pas aller à Gaza. L'accès est limité. Même la plupart des Israéliens ne peuvent pas aller à Gaza. Si vous ne servez pas dans leur armée, vous ne pouvez pas y entrer. Non, ce sont surtout des travailleurs humanitaires, des médecins et des infirmières. Les journalistes n'y sont pas autorisés. L'histoire ne sort donc réellement qu'à travers ce que les Palestiniens réussissent à faire sortir. Et cela est rejeté. La vérité, apparemment, a désormais besoin d'un badge de presse signé par quelqu'un qui prend un slogan pour une politique étrangère. Notre rôle est double. Nous y allons parce que nous pouvons fournir des soins. Nous sommes autorisés à entrer et nous agissons aussi comme témoins. Mon histoire peut sembler inhabituelle, mais c'est simplement le parcours qu'a pris ma vie. J'ai grandi au New Jersey et à 19 ans, j'ai rejoint la garde nationale de l'armée du New Jersey. Peu après, j'ai obtenu une bourse du Reserve Officers Training Corps, le ROTC, et au lieu de suivre la voie habituelle et de servir tout de suite, j'ai obtenu un report d'affectation pour aller en faculté de médecine. Je suis finalement entré en service actif juste après avoir terminé ma résidence en 2003 au plus fort de la guerre en Irak. Je suis entré en service actif quelques mois plus tard et j'ai été déployé en Irak comme chirurgien traumatologue de combat. C'était brutal. C'était au plus fort de la guerre. C'est à ce moment-là que Falloujah se déroulait. Nous recevions alors notre taux le plus élevé de blessés, et je l'ai vécu de première main en voyant nos soldats, nos Marines, nos marins et nos aviateurs tous blessés, en voyant le véritable coût de la guerre au quotidien. Ce n'était pas une blague. J'étais sur le terrain et je voyais cela chaque jour. Normalement, on espère traverser une rotation sans avoir de victimes, sans être touché. Moi, j'ai vu le pire chaque jour. Les arrivées de blessés massifs atterrissaient. Ils entraient. J'ai vu les sacs mortuaires à l'extérieur de l'hôpital. Puis, je suis rentré à la maison et j'ai compris que nous portons ces fardeaux avec nous. Ce sont des choses qu'on ne laisse pas derrière soi quand on revient. Après 8 ans de service actif, je suis revenu au New Jersey, où j'ai grandi, et je continue d'y servir comme chirurgien. L'armée m'a envoyé me former en chirurgie plastique reconstructive après mon retour de déploiement parce que tous les services avaient une pénurie et que nous étions dans cette guerre brutale et qu'il fallait reconstruire nos gens quand ils revenaient à la maison. Dès mon retour d'Irak, on m'a envoyé me faire former et j'ai terminé mon service en faisant de la chirurgie reconstructive. C'est ce que je fais maintenant. Je travaille dans un centre de traumatologie, j'ai mon propre cabinet indépendant. Je me heurte chaque jour à ces problèmes dans la prestation des soins parce que les gens n'ont pas d'assurance. Le coût élevé des soins de santé n'est pas pour moi une question abstraite, je le vis directement. En même temps, j'ai mis à profit mon service et mon expérience dans l'armée pour faire du bénévolat partout dans le monde. Une partie de mon engagement a été de faire une fois par année un voyage dans une zone de guerre ou une zone sinistrée afin d'aider avec mes compétences. J'ai eu la chance d'avoir la capacité de soigner les gens et j'ai cette expérience de la guerre que la plupart des gens n'ont pas, même s'ils sont chirurgiens. Je suis allé en Haïti après le tremblement de terre, je suis allé en Amérique centrale, je suis allé au Soudan, j'ai parcouru le Moyen-Orient. J'ai été en Syrie, en Jordanie, en Turquie et tout récemment j'étais à Gaza. Au cours des 2 dernières années, je suis allé 2 fois à Gaza et 2 fois en Cisjordanie.
Ce que j'y ai vu est central dans ma décision de me présenter au Congrès. Je n'aurais jamais pensé que je me présenterais au Congrès, cela ne faisait pas partie de mon plan. C'est pas quelque chose dont je rêvais quand j'étais enfant. Je suis quelqu'un d'action. Je parle pas beaucoup. Au Congrès, il faut être quelqu'un qui parle. Moi, j'y vais et je m'occupe des choses. Je prends soin des gens. Mais ce que j'ai vu à Gaza a changé ce calcul. Je connais la guerre. J'y ai été. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Là, c'était à une autre échelle. On ne pouvait réellement le décrire que comme un génocide. C'était pas quelque chose de vu de seconde main à la télévision ou sur les réseaux sociaux. J'étais au milieu de tout cela. J'ai vu des civils ciblés chaque jour où j'étais là, et de façon délibérée. Aucune démonstration de bravade au podium ne peut transformer des quartiers pulvérisés en immenses réussites. J'ai soigné plus d'enfants là-bas que dans toute ma carrière de chirurgien réuni. Chaque jour, au moins la moitié des personnes qui arrivaient étaient des enfants déchiquetés par les bombes que nous fabriquons. C'est ce qui m'a fait revenir à la maison et dire qu'être médecin est une chose, mais que j'ai vécu là-bas quelque chose que la plupart des gens ne vivent pas parce que même les journalistes n'étaient pas autorisés à entrer. J'étais l'un des rares à voir cela de mes propres yeux et je devais revenir pour parler comme témoin. Je suis allé au Congrès et depuis mon retour, je suis allé à Capitol Hill probablement au moins 20 fois pour commencer à plaider en disant que c'est cela que nous faisons avec l'argent de nos taxes. C'est cela que nous faisons comme pays. C'est cela que nous rendons possible et cela ne devrait pas être le cas. Malheureusement, la plupart des portes sont restées fermées. Il y a eu tellement de membres du Congrès qui voulaient même pas entendre ce que j'avais à dire. Certaines portes à Washington ne s'ouvre que lorsqu'un lobbyiste arrive avec un chèque et un adjectif patriotique. Il y en a aussi eu beaucoup qui m'ont écouté et qui m'ont dit qu'ils comprenaient que c'était mal mais qu'ils ne pouvaient rien faire ou qu'ils ne pouvaient pas en parler. Il y en a eu quelques-uns, comme mon actuel député au Congrès, Bonnie Watson-Coleman, qui ont eu le courage de défendre un cessez-le-feu dès le premier jour, qui ont eu le courage de parler de ce qui se passe et de dire que ce n'est pas correct. C'est cela qui m'a poussé à me présenter. Lorsqu'elle a annoncé sa retraite, il est devenu clair pour moi qu'il nous faut plus de gens comme elle au Congrès et qu'il faut aller plus loin. C'est pas suffisant de simplement parler. Il faut créer un environnement où les gens n'ont pas peur de dire que quelque chose est mal. Ce que j'entendais sans cesse, c'est que les gens savaient que ce que je disais était juste, mais qu'ils ne pouvaient pas parler. Ma réponse à cela est simple. Pourquoi pas? Vous êtes membre du Congrès. Les gens disent que je suis un héros pour ce que j'ai fait, mais j'ai fait ce que je devais faire parce que j'avais les compétences et la capacité de le faire. Si vous êtes au Congrès et que vous avez la capacité de faire quelque chose, alors vous devriez faire la même chose. C'est ce que je les ai pressés de faire et c'est ce que j'ai l'intention de faire quand j'irai au Congrès. Le courage dans cette ville est trop souvent traité comme un programme sans financement. Quand je regarde ce qui se passe en ce moment avec les États-Unis en Iran, ma première pensée est que nous avons déjà vu cela. C'est malheureusement la même histoire qu'on nous raconte encore et encore. On invente un prétexte, puis on part en guerre et les seuls qui en profitent sont les entrepreneurs de la défense et les profiteurs de guerre. Nous avons un président Trump qui envoie essentiellement nos soldats et nos troupes là-bas alors qu'il ne les respecte pas lui-même. Il leur a manqué de respect, il s'est lui-même soustrait à la conscription, il ne sait pas ce qu'est la guerre et n'a jamais eu une journée difficile de sa vie. Pourtant, il est prêt à envoyer notre jeune génération là-bas pour combattre dans une autre guerre qui, au fond, ne nous rendra pas plus en sécurité. Pour le camp Trump, un plan de guerre ressemble souvent à un rassemblement électoral qui s'est égaré dans la salle de crise et n'a jamais trouvé la sortie. Nous ne sommes pas devenus plus en sécurité avec l'Iran, ni avec l'Irak, ni avec l'Afghanistan. Regardez notre pays aujourd'hui. 2 semaines plus tard, nous avons dépensé $1 milliard par jour de nos ressources. Nous avons déjà perdu des troupes sur le terrain. Pourquoi? Nous ne savons même pas pourquoi nous y sommes. Est-ce parce que nous faisons un changement de régime? Est-ce parce qu'il y a des armes nucléaires dont nous étions censés nous occuper l'été dernier? C'est quelque chose d'à ce point nébuleux que personne ne le comprend.
Il est la dernière personne qui devrait parler comme s'il comprenait ce qu'est la guerre. Ce qu'il nous faut, ce sont des dirigeants qui comprennent ce que la guerre nous apporte réellement. Quand je regarde l'histoire au moins sur les 50 ou 60 dernières années, je ne pense pas que cela nous ait mené nulle part. Tout ce que nous avons vraiment fait, c'est perdre des vies. Les milliards de dollars que nous dépensons pourraient aller à notre système de santé, à la réparation de nos routes, à la paix. Nous sommes le pays le plus puissant de l'histoire du monde. Et au lieu d'être une brute, nous pourrions asseoir les partis et dire que cela doit cesser et qu'il faut trouver une solution. Nous ne faisons pas cela. Au lieu de cela, l'argumentaire continue d'arriver enveloppé dans des drapeaux, des pauses dramatiques et le genre de certitude qui apparaît généralement juste avant que les faits ne suivent pas. Cela touche directement ma communauté du New Jersey. Chaque année, il devient de plus en plus difficile pour moi de soigner mes patients. Je me bats contre cette bureaucratie folle des compagnies d'assurance dont le véritable objectif est de retarder les soins et de siphonner l'argent du système. Elle s'interpose entre les médecins et leurs patients. J'ai besoin d'autorisation pour des tomodensitogrammes. J'ai besoin d'autorisation pour des chirurgies. Les traitements sont retardés. Des gens se présentent à l'urgence. Soit ils ne peuvent pas se payer une assurance parce que les primes sont si élevées que c'est comme une deuxième hypothèque, soit ils n'ont pas d'assurance du tout. Nous ne pouvons pas nous permettre cela. Pourtant, nous avons payé 30 milliards de dollars au cours des 3 ou 2 dernières années pour ce génocide. Donc nous pouvons nous permettre de financer cela, mais nous ne pouvons pas nous permettre de prendre soin de nos propres communautés. Sur ces 30 milliards de dollars, cela aurait représenté 700 millions de dollars pour notre district ici au New Jersey. Pensez à ce que nous aurions pu faire avec cela. Cela pourrait aider au logement abordable. Cela pourrait aider à payer l'épicerie et à subventionner notre éducation et notre système de santé. C'est là que nous devons dépenser notre richesse, pas pour remplir les poches des milliardaires, des entreprises et des intérêts spéciaux corrompus qui rendent ces choses possibles. Apparemment, dans l'arithmétique à la Trump, un missile est toujours urgent, mais une IRM peut attendre bien sagement dans la file. Mon point de vue est unique parce que je vois le lien international, je vois comment le financement se fait, et je le vois dans mon propre quartier, là où cet argent devrait aller. Si quelqu'un devait décrire ce que je défends et ce que je ferais au Congrès, je dirais qu'il verrait en moi une personne de principe, qui n'a pas peur de parler et qui ne changera pas de position. Je suis prêt à me battre. J'ai toujours été prêt à me battre et à parler pour ce qui est juste. Je disais depuis des années que ce qui se passe en Palestine est un génocide avant que qui que ce soit n'ose le dire. Je dénonçais aussi l'ICE depuis presque 20 ans. En 2001, après les attentats du 11 septembre, j'étais à l'urgence à travailler sur les victimes du 11 septembre et quelqu'un s'est retourné pour me regarder et m'accuser d'avoir quelque chose à voir avec cela. L'ICE et tout cela ont été mis en place après le Patriot Act et c'est ce jour-là qu'on a commencé à retirer nos droits comme citoyens américains et personne n'a parlé parce qu'on avait créé cet environnement de peur. Maintenant, tout le monde pense que l'ICE est une nouvelle chose apparue juste au cours des dernières années avec Trump. Cela a simplement été poussé à l'extrême maintenant. Ce n'est plus seulement les communautés noires et brunes qui sont visées. Maintenant, c'est tout le monde. On enlève des gens dans la rue, vous avez des hommes masqués qui enlèvent des Américains en plein jour, et cela ne nous rend pas plus en sécurité. En quoi sommes-nous plus en sécurité à cause de ce qui se passe ? Cela ne protège aucune frontière. Cela vise en réalité les communautés noires et brunes et ceux qui sont perçus comme une menace pour le statu quo actuel. C'est là tout le tour de passe-passe de la politique fondée sur la peur, appeler cela de l'ordre, le mettre en scène comme de la force, et espérer que personne ne remarque la Constitution qu'on fait doucement sortir du cadre. Je crois que le serment qu'on prête n'a pas de date d'expiration. J'ai continué à servir mes concitoyens et j'ai aussi continué à servir la communauté internationale en faisant ce que je fais. Même quand des gens ont mis ma loyauté en doute, j'ai continué d'avancer et j'ai continué de faire ces choses. Pour moi, c'est cela que le service exige. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. France, Monde vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.